Eh bien, mesdames et messieurs, mes félicitations, puisque vous avez été admis en deuxième année. Nous nous verrons peut-être cette année 4 fois. Aujourd'hui, nous allons parler de musique médiévale, la prochaine fois de Jean-Sébastien Bach, qui était un compositeur réactionnaire, parce qu'il écrivait encore avec du contrepoint, alors que ses fils écrivait déjà dans le style galant, mais Jean-Sébastien Bach, il se trouve aussi qu'il a tout inventé et qu'on trouve absolument tout. Donc on s'occupera spécialement de Jean-Sébastien Bach, dodécaphoniste. Et puis, lors de notre troisième rencontre, nous parlerons de Mozart, le fils, et puis de Kierkegaard, Søren Kierkegaard. C'est un philosophe extraordinaire que je lis sans arrêt depuis mes 18 ans. Voilà, et il a écrit les plus belles choses que je connais sur Mozart. Et puis, lors de notre quatrième rencontre, nous parlerons de la misère au XIXe siècle et puis de ceux qui ont essayé par la musique de lutter contre cette misère des ouvriers et des paysans. Ceux-là, c'était Franz Liszt en premier lieu, et puis Lamennais naturellement, Georges Sand et quelques autres. Et nous parlons aussi de Dupanloup, évêque d'Orléans, qui a eu des idées formidables sur la musique. Aujourd'hui, nous allons diviser notre œuvre en 3 parties. La première va être vraiment compliquée. C'est pour ça que j'ai exigé qu'il n'y ait que des deuxièmes années. La première partie de notre rencontre sera consacrée à la lecture de cette main, qui n'est pas une main de Fatma, c'est une main gauche, c'est le premier logiciel. Je vais distribuer des copies, mais il y en aura une pour 2. Ça facilite les rencontres. C'est aussi le but de ces conférences. C'est le premier logiciel d'éducation musicale. Ça, c'est l'écran. La main gauche, c'est l'écran. Et puis la main droite, c'est le mulot, comme disait le président Chirac, voilà, la souris. Et je vous expliquerai tout ça. Ensuite, pendant la seconde partie de notre rencontre, nous lirons ensemble un texte qui date de 1220 à peu près, qui est un texte très étonnant. Et puis pour terminer, nous improviserons l'écriture d'un organum avec les règles qui étaient celles des musiciens et des chanteurs des 11e, 12e et encore 13e siècle. Alors, un mot de révision, au Moyen-Âge, il y a 4 modes. Le mode de Ré. Ré, fa, sol, la, do, do, di, do, la, sol, la, fa, mi, ré. Le curé de Camaret est de Ré comme ça. Ré, ré, la, la, sol, la, la, comme son nom l'indique naturellement. Il y a un mode de Mi. Mi, fa, sol, la, la, sol, la, fa, mi. Il y a le mode de Fa, il y a le mode de Sol. Tout ça pour vous dire que le mode le plus grave, Sol, Fa, Mi, Ré. Le mode le plus grave, c'est le mode de Ré. Voilà. Il n'y a pas de mode en dessous. Et il y a 2 manières, je vous l'ai dit l'an passé, de chanter le mode de Ré d'une façon hautante, comme on disait Ré, Fa, Sol, La, Do, Do, Ré, Do, Do, Si, Do, La, La, Sol, La, Fa, Mi, Ré, ou bien d'une façon plagale, c'est-à-dire Ré, Fa, Sol, La, Sol, La, Fa, Mi, Ré, Do, La, Do, Ré, c'est toujours le mode de Ré. Mais on descendait jusqu'au La. Donc, la première note de la musique, c'est le La grave, donc on l'appelle A. Et voilà, j'ai écrit toutes les notes de la musique médiévale. On les écrivait ainsi, A, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. A, B, C, D, E, F, G. On retrouvait un La, alors on l'écrivait en A
majuscule mais en petits caractères, A, B, C, D, E, F, G, et puis la si, do, ré, mi, les 5 dernières notes, on les écrivait en minuscules. Voilà. Mais Guido d'Arezzo, notre grand patron, au XIe siècle, a des problèmes avec la note B. Parce que dans le mode de Ré, par exemple, la note B, c'est-à-dire aujourd'hui on l'appelle Si, Ré, Fa, Sol, La, Do, Do, Si, Si, Do, La, on la chante comme ça. Mais parfois Ré, Fa, Sol, La, La, Si, La. Alors le B, ça se fait I. Il dit on ne peut pas donner le même nom à une note qui chantait et pour bien chanter. Alors il propose dans sa lettre au frère Michel, il propose d'utiliser des hexacordes. Je ne reviens pas sur utque, antaxis, résonare et fibrisque, etc. Donc, nous parlons, pour parler moderne, do, ré, mi, fa, sol, la, c'est l'hexacorde. Hexacorde, c'est quoi? Il est mignon, il est mignon. Ut, ré, mi, fa, sol, la. Et puis, il n'y a pas de si, de ce si moderne, mais quand même, la note B, elle existe dans la musique. Alors, elle dit, utilisons un autre hexacorde, l'hexacorde carré, ou dur, carré, écrit comme ça, ou dur, sol, la, si, do, ré, mi, c'est fabriqué par do, ré, mi, fa, un demi-ton, sol, sol, la, si, do, un demi-ton, ré, mi. Mais il dit cet hexacorde, quand vous allez chanter les notes, ben vous dites aussi ut, ré, mi, fa, sol, la, fa, bon. Et puis il y a le si qu'on appelle si bémol aujourd'hui, c'est dans l'hexacorde molle. Et fa, sol, la, si bémol, do, ré, tous les demi-tons s'appellent mi, fa. Là on dit aussi ut, ré, mi, fa, sol, la, ré. Et alors le B, on l'appelle toujours B. Hein. Ici le B, on écrit un B carré, et ici on écrit un B molle. Oh, je l'avais dit l'an dernier. Hein. Vous êtes en seconde année à l'essai. Hein. Et puis certains ont été repêchés même. Tout de même. Bon, enfin c'était... Alors, si je voulais chanter ça au Moyen-Âge, do, ré, mi, fa, sol, la, la, si, la, do, si, c'est joli. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, la, do, si. Eh bien, je chantais quand j'étais un écolier dans une scola avec Guido d'Arezzo, je chantais do, ré, mi, fa, sol, la, c'était facile, je chantais ut, ré, mi, fa, sol, la, bon, et après, oulala, il fallait aller dans l'hexacorde molle, alors il fallait chanter mi, fa, oh, do, ré, mi, fa, sol, la, mi, fa, mi, oh. Et puis là, c'est dans l'hexacorde carré, fa, mi, oh. Ut, ré, mi, fa, sol, la, mi, fa, mi. Et on a trouvé ce système excellent. Hein. Jusqu'à 1750, on utilise ce système. Mais alors, il faut faire des nuances, comme on disait, des mutations. Quelquefois, on chante dans l'hexacorde de nature. Quelquefois, ben, ici, on est obligé de chanter avec les notes de l'hexacorde molle. Et puis ici, on chante avec l'hexacorde carré. Alors c'était compliqué, ils avaient de bonnes méthodes hein, au Moyen-Âge pour que les enfants comprennent ça rapidement. C'était un manche de bois avec des lanières de cuir. J'en avais fait acheter au conservatoire quand j'étais directeur. Je ne sais pas si on les a conservés. Alors,
ces notes-là, A, B, C, D, E, F, on les appelait toujours comme ça, mais quand on chantait, on solfillait. Ça, c'est des accords de sol, sol, la, si, do, ré, mi, et puis ça, c'est des accords de fa, fa, sol, la, si, bémol, do, ré. Alors, il y a un verbe qu'on emploie au XIIIe siècle, c'est le verbe solfae. Je solfae, c'est-à-dire que je chante avec le système de Guido d'Arezzo, qui est devenu solfiller, solfiller. Le mot solfège, ça vient de sol et fa et de... Alors, comment solfiller ces notes-là? C'est compliqué. La, si, do, la, si, do. Dans les accords de nature, ça ne va pas. La, si, do, voilà, c'est là, c'est là. La, si, do, c'est dans les accords carrés, dans les accords de sol. Donc, on a rajouté, on n'en avait pas besoin pour la musique, puisque le mode de ré ne descendait pas jusqu'au sol, mais on en avait besoin d'un point de vue théorique, alors on a rajouté un sol. Mais le G majuscule était déjà utilisé, alors on a écrit le gamma grec. Et monter sur le gamma, partir du gamma, c'était monter la gamme. Le mot gamme vient de ce gamma grec. Ça, je l'ai déjà dit, non? Gamma, monter, ça vient pas de game en anglais. Gamme, d'abord, il y a deux M. Gamma. Alors, voyons voir. Sol, la, si, do, ré, mi, très bien. Donc, ut, ré, mi, fa. Après, vous allez être perdu dans pas longtemps, dans environ 20 secondes. Ut, ré, mi, fa, sol, la. Donc, cette note-là, on l'appelle gamma ut. Celle-là, a, ré, bémi. Chantez-moi. Gamma ut, qui est à l'origine d'un verbe qui est guère poli, qu'on trouve dans les œuvres du Marquis de Sade. Bon, sol, la, si, do, ré, mi, ben oui. Mais le do, il peut aussi faire partie de l'hexacorde de nature. Ut, ré, mi, fa, sol. Ah ben tiens, ut, ré, mi, fa, sol. Donc on l'appelle quelquefois, on va l'appeler ut. Donc cette note-là, elle s'appelle céphaut. C'est simple. Mais Rousseau, encore dans son dictionnaire de musique de 1768, il dit « Prenez la gamme du si », parce que la note si, on a inventé le mot, mais les musiciens étaient attachés à ce système-là. Rameau, qui est un homme du XVIIIe siècle, il utilise complètement ce système. Ut, ré, mi, fa, sol, la. Ah, ah. Mais là, le fa, fa, sol, la, si, do, ré, c'est l'hexacorde de molle. Ah bah oui. Fa, sol, la, si, do, ré. Donc ce fa, on peut l'appeler ut, des fois, bah voilà. Ut, ré, mi, fa, sol, la. Mais le sol, il peut faire partie de l'hexacorde carré. Sol, la, alors, dans ce cas-là, le fa, c'est un bémol dans le cas de l'hexacorde molle. Mais sol, la, si, do, ré, mi, ah oui, sol, la, si, do, ré, mi, ut, ré, mi, fa, sol, la. Donc cette note-là, on l'appelait G, sol, ré, ut. Chantez-moi un G, sol, ré, ut et Rameau, et puis en ça, prenez un G, sol, ré, ut. Et puis ensuite, do, ré, mi, fa, sol, la. Ben voilà, on retrouve les accords de nature. Donc, ut, je finis bientôt, hein, ré, mi, fa, sol, la. Et puis encore, comme tout à l'heure, fa, sol, la, si, do, ré. Ut, ré, mi, fa, sol, la, et puis enfin sol, la, si, do, ré, mi, le dernier hexacorde, ut, ré, mi, fa, sol, la, et la. Donc, quelquefois, cette note-là, elle s'appelait sol, des fois elle s'appelait fa, des fois elle s'appelait ut.
Et on avait donc ce logiciel qui était très pratique. C'est donc une feuille pour deux. Vous entendez comment? Voilà. Une pour deux. Alors c'est une main gauche. Et ça c'est la souris. Oui. C'était un logiciel. C'est le premier écran. C'est un écran du XIe siècle. D'ailleurs ma main est à peu près de cette page-là. Alors la première note. Oui, on va commencer dans le haut du pouce. On va descendre, on va faire la ligne ici, on monte dans le rikiki, on tourne comme ça, et puis on va aller jusque là. Et la dernière note, mi, vous allez la trouver à gauche, en haut du majeur. Comment on l'appelle celui-là? L'index, c'est pour ce qu'il indique. Le majeur, c'est le plus grand. L'annulaire, ça c'était dans la... c'est celui qui annule maintenant. Merci beaucoup. Celui-ci? Non, ça c'est pas poli de se mettre le doigt dans l'oreille, donc on l'appelle le rikiki. Tenez. Et le pouce, pourquoi on l'appelle le pouce? Tenez, il y a des... Pour ceux qui n'aiment pas la recette, comment? Pouce. Pourquoi on l'appelle le pouce? Parce qu'on pousse. C'est pas l'orthographe, votre spécialité, madame. Ah ben, qu'est-ce qu'il va en penser, Jean-Michel Blanc, machin? Pouce, ça vient du latin poiex, qui signifie le pouvoir. Alors je commence en haut du pouce. Qu'est-ce qui a marqué? À côté de l'angle du pouce, vous avez écrit un gamma, vous voyez. Et puis sur une ligne, vous avez écrit une note avec marqué ut. Vous allez être perdu à peu près en bas du pouce, mais là ça va. Gamma, ut, c'est bien ça. Je descends dans le pouce, alors il y a une note dans un interligne, ça c'est une note sur une ligne, ça c'est une note dans un interligne. Arrêt, en effet, c'est bien cette note-là. En bas du pouce, nous avons béni, en effet, vous me suivez toujours. Et après, je suis sous l'index, alors là il y a deux notes. Et vous avez en marge un C, et puis C fa ut. Cette note-là s'appelle C fa ut. C'est comme dans le plan de Paris. Le plan de métro de Paris à Richard Lenoir, il n'y a pas de correspondance. Mais à République, il y en a beaucoup. Et là, c'est la même chose. Béni, on ne peut pas faire de changement, d'aller d'un hexacorde dans un autre. À partir de C fa ut, oui, j'ai le choix, je peux aller dans deux hexacordes différents, celui de carré ou bien dans celui de nature. Maintenant, je suis sous le majeur, dé sol ré, en effet, vous voyez toujours le dé sol ré, sous l'annulaire et la mi, et puis c'est très joli, sous le petit doigt, F, Fa, ut. Et vous avez une chose très jolie dont on en avait parlé l'an passé. Vous avez une clé de Fa, c'est-à-dire un C précédé d'une pique qui signifie un F, vous l'avez en marge. Et puis F, Fa, ut. Ça, c'était la première clé de Fa qu'on connaissait, on avait vu ça l'an dernier. Maintenant, je monte dans le petit doigt, vous me suivez toujours? Et quand je monte dans le petit doigt, j'ai sol, ré, ut. Alors là, vous avez trois notes dans un interligne, c'est ce sol-là, qui peut faire partie de
trois hexacordes différents, celui de Do, celui de Fa et celui de Sol. Donc on savait que là, on pouvait muter, on pouvait faire une nuance. Ça va toujours? Ça va se terminer bientôt. Ça fume par endroits. Et puis maintenant, je monte toujours à la mirée. À la mirée, vous me voyez, je monte encore là-haut. En haut du petit doigt, ça c'est très joli. Vous avez notre note Si, hein, qui s'appelle B famille. Et alors c'est très joli, vous avez deux B à gauche du petit doigt, vous avez deux B, un B carré et en dessous un B mou, un bémol, vous les voyez bien. Et le B carré, on l'appelle Mi, il est d'ailleurs, le mot Mi est précédé de ce qu'on appelle un bécard aujourd'hui. Et puis le Si bémol qu'on appelle Fa, il est placé en dessous du Mi. Ben, Fa, c'est Si bémol. Et Mi, c'est Si bécard. Donc, le Mi, il est au-dessus du Fa. Et ce Mi-là, ce Mi est au-dessus de ce Fa. Puisque ce sont dans deux hexacordes différents. Maintenant, je vais en haut de l'annulaire. C, alors C, Sol, Fa, Ut. C, Sol, Fa, Ut, c'est ce Do de la clé du piano. En haut de l'index D, La, Sol, Ré. D, La, Sol, Ré, en effet. En haut de l'index, je fais la ligne des crêtes là-haut, et la Mi. Je descends dans l'index sur la deuxième phalange, F, Fa, Ut, c'est ce Fa-là. Je descends encore dans l'index G, Sol, Ré, Ut. Maintenant, je tourne, je vais sur la première phalange du majeur à la Mi, Ré, c'est le La du diapason, vous me suivez toujours. Et je ne répète pas à chaque fois, on a trois notes parce que cette note fait partie de trois hexacordes, donc on peut faire comme à République. Donc quand vous irez à République, si vous faites l'Austerlitz Gare de l'Est par exemple, voilà, vous saurez que ça vous sera utile, vous ne serez pas perdu dans Paris. Ensuite, nous arrivons sur ce B-là. Et alors là, il y a deux notes. Il y a un bécard dans la marge, c'est la première phalange de l'annulaire. C'est un bécard et un bémol dans la marge. Vous avez le Fa qui est plus bas donc, que le Mi. Et puis ensuite, je monte dans l'annulaire, C, Sol, Fa. C, Sol, Fa. Il y a un garçon à Orléans qui a une entreprise de son qui fait des enregistrements et puis tout ce qui concerne le son et son entreprise, ça s'intitule C, Sol, Fa, c'est un garçon intelligent. Là, vous avez sur la deuxième phalange comment il s'appelle celui-là, du majeur, D, La, Sol, et puis on n'a plus de place pour le Mi aigu, alors on a mis un petit interligne tout là-haut, et là, il s'appelle et là. Et c'est à l'origine de l'expression savoir quelque chose sur le bout du doigt. Voilà. Ça, c'est moi qui dis ça, c'est pas sûr, mais... Et alors, dans ce bras, vous avez une manche. Vous avez une manche, et sort de cette manche une espèce de crabe un peu épouvantable. F, B. Fa, Si. Fa, Sol, La, Si. Ça s'appelle un triton. Un triton, parce qu'il y a trois tons. Et on a dit au 19e siècle qu'on appelait ça Diabolus in musica, mais Jacques Chaillet, qui savait tout, prétend que jamais on a dit ça au Moyen-Âge. En tout cas, on cherchait à ne jamais avoir ce rapport Fa, Sol, La, Si, ce rapport de triton.
Alors le triton, nous l'avons dans la manche, il cherche à pénétrer dans la musique, mais nous avons une barrière avec une clé de fa, c'est-à-dire un C précédé d'une clique, ut, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré, ut, les accords de nature empêchent le triton de rentrer dans la musique. Voilà, vous avez été attentif, c'est bien, mais c'est quelque chose que vous avez déjà vu, ça, mais maintenant vous en connaissez tous les secrets. Alors si vous tournez la page, vous avez un texte d'un moine, Gauthier de Coincy. Il est mort en 1236. Il était né avant, 1177. Il était moine, il a fait des études musicales. Il a été abbé de Vic-sur-Seine, oui. Vic-sur-Aisne. Qu'est-ce qu'on fabrique à Vic-sur-Aisne? La purée Vico. Enfin, il était abbé à Vic-sur-Aisne et puis il a terminé grand prieur claustral de Saint-Médard de Chasson. Et il a écrit 40 000 vers à la gloire de Notre-Dame. Vous pouvez, j'ai cherché, juste avant de venir, j'ai cherché sur Google, sur Wikipédia. Gauthier de Coincy, il n'y a que 5 lignes, on ne dit pas grand-chose d'intéressant. Sauf que la meilleure référence, c'est la thèse de Claude-Henri Joubert. Et je suis content. Il est content, le grand monsieur. Donc, nous allons lire ce texte, vous allez voir qu'il a un vrai rapport avec ce que nous avons vu. Ça commence au vers 713. Pour ceux qui savent, qui lisent difficilement, vous pouvez déjà lire les chiffres. Voir vous dirait des prélats d'or. La vérité, je vous dirai sur les prélats, sur les curés d'aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité sur les curés d'aujourd'hui. On n'est pas en train de lire le Canard enchaîné, comme quelqu'un que j'ai vu tout à l'heure, ou bien Mediapart. C'est le grand prieur claustral de Saint-Médard de Chasson. On a une grande liberté d'expression au Moyen-Âge. On ne le croit pas souvent. Bon, il ne faut pas être juif, il ne faut pas être musulman, il ne faut pas être athée. Mais quand on est chrétien, on peut dire énormément de choses. Et lui, il dit, je vais vous dire la vérité sur les curés d'aujourd'hui. Qui les mains leur argent et d'or, provendent à doubles étrennes. Celui qui leur argente les mains et qui leur dore les mains, il obtient, une provende, ça signifie la nourriture qu'on a à la maison, ou bien la nourriture nécessaire pour le bétail, et provende, c'est devenu une charge rémunérée ou une pension. Celui qui leur argente et leur dore les mains, il a des pensions doubles et triples. Et on considère qu'il est bon chantre. Qui peut donner? Celui qui peut donner, mout c'est de Vrebl. Bon chantre, c'est bon organiste, bon avocat et bon légiste, et toutes ces devine pas. Celui qui peut donner, il sait beaucoup de verbes. Ça signifie il s'exprime très bien. On considère qu'il s'exprime très bien. C'est un bon chantre, c'est un bon organiste, c'est pas un organiste. C'est pas quelqu'un qui joue de l'orgue, c'est quelqu'un qui fait de l'organum, ce que vous avez fait tout à l'heure. Quelqu'un qui est capable d'improviser sur une mélodie grégorienne. On considère que c'est un bon avocat, un bon légiste, et qui connaît parfaitement toute la divine page, à partir du moment où il a de l'argent. L'avoir, c'est la richesse. Avoir se fait bien d'un petit page, d'une frossine, d'un rabot, qui n'est pas gringre d'un cabot, un grand seigneur, un grand douanier. La richesse fait bien d'un petit page, d'une servante, d'un nabot qui n'est pas plus grand qu'un cabot, un grand seigneur ou un grand douanier. Qui ne m'en croit, ses yeux croient en. Celui qui ne me croit pas n'a qu'à en croire ses yeux, parce que il est étonnant, Gauthier de Coincy. Avoir se fait bien par Saint-Fiacre, trésorier ou archidiacre,
d'un crapoudel, d'un limeçon qui ne sait lire une leçon, et chanteur de haute église, tel qui n'a pas sa gamme apprise. La richesse fait bien, c'est un fiacre, trésorier ou archidiacre d'un crapaud, d'un limaçon qui sait même pas lire une leçon, et la richesse fait nommer chanteur de haute église, c'est-à-dire d'une cathédrale, un tel qui n'a pas appris sa gamme. Voilà, le mot gamme apparaît, vient du gamma grec. Teus, 731, pour ceux qui sont Teus, un tel ne sait pas encore A ou B, que la richesse le fera encore à B. Alors, il est le roi des rimes léonines plus que parfaites. Il adore ça. Il y en a une qui est superbe un peu plus loin. Il y en a un qui ne connaît même pas A et B, que la richesse fera nommer à B. Avoir fait bien tel provost faire et tel prieur qui heinz refaire, fait son grail que son grail. La richesse fait bien nommer tel provost, tel prêtre et tel prieur qui, heinz refaire, qui plutôt que de travailler, fait son grail, fait le cri du corbeau plutôt que le graduel. Grail et grail. Grail, c'est le son, c'est le cri du corbeau. D'ailleurs, dans la graille, on appelle la graille, pas le corbeau, mais oui, c'est ça. Corneille, on appelle encore ça la graille. Et puis il y avait un hautbois catalan avant la ténor qu'on appelait la graille, à cause de son. Alors, il fait plutôt le cri du corbeau que de chanter le graduel. Graille et graille. Le graduel, c'est ce qu'on chantait entre l'épître et l'évangile, et on le chantait sur les marches de l'autel, donc sur les gradus. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle le graduel. Là, on en apprend des choses. Hein. Avoir fait bien tel provost fait et tel prieur qui heinz refait, fait son grail que son grail. Il est formidable. Hein. Vous savez, il a un successeur, c'était Bobby Lapointe. Il fut un génie du XXe siècle. Avoir ne vous en fera elle, et bien la richesse fera la même chose avec vous. Qui a argent, qui a avoir, quand il convoite, on peut avoir. Celui qui a de l'argent, celui qui a de la richesse, tout ce qu'il convoite, il peut l'avoir. Convoitier est partout argent, et loin et près partout argent. On est dans la période des étymologies. Il y a au moins 15 volumes d'Isidore de Séville qui nous propose de fausses étymologies, mais très passionnantes. Alors lui, il nous dit, l'argent, qu'est-ce que c'est que l'argent? L'argent, ard, c'est-à-dire du verbe ardre, brûle. L'argent brûle les gens. Argent. L'argent, argent, si vous réfléchissez, ardre. Dans les mots, dans la sonorité des mots, il y a une vérité. Donc, je redis les deux vers. Convoiter est partout l'argent, et loin et près partout argent, brûle les gens. Cet été, je ferai une conférence sur le dictionnaire des onomatopées de Charles Nodier. Un type formidable. Charles Nodier, c'est un ami de Victor Hugo, qui était un écrivain. Et Nodier aussi est un type formidable. Et son dictionnaire des onomatopées est extraordinaire. La plus belle onomatopée qu'il nous signale, parce qu'il dit que c'est une onomatopée, etc. Et la plus belle onomatopée qu'il signale, Nodier, c'est le mot âme. Il y a des gens qui pensent que le corps et l'âme font. L'âme, ce serait une onomatopée. C'est le bruit qu'on fait lors de notre dernier soupir.
C'est un ouvrage extrêmement intéressant. Ce sera à Audincourt, près dans le Doubs. Où j'en suis, moi? 741. Plus donne argent, plus donne avoir, ce que bonne mœurs dit grand savoir. L'argent donne plus, la richesse donne plus que d'avoir de bonnes mœurs ou des grands savoirs. Avoir se fait messe les grandes personnes, est-ce grande chaillère, est-ce haut trône? Les riches se boutent et intronixent. La richesse fabrique les grands personnages, les grandes chaires, les grandes responsabilités à l'université, les grands trônes. Les riches boutent comme bouter, c'est pousser, elles poussent les riches et les intronisent. La richesse, les riches octorise et fait monter en C sol fa. La richesse donne autorité aux riches et les fait monter en C sol fa. Et quand je traduisais ça pour la première fois, c'était il y a 40 ans, C sol fa, alors là, j'ai le dictionnaire de Guillaume en 11 volumes, il y a beaucoup de temps. Hein. C sol fa, employé une fois par Gauthier de Pointy, ben ça tombe bien, les grands honneurs. La richesse donne autorité aux riches et les fait monter dans les grands honneurs. Un tel solfier ne C sol fa. C sol fa, c'est peut-être autre chose que les grands honneurs. C sol fa, c'est cette note-là. Oui. Alors il est en train de faire une métaphore filée sur les notes de la gamme. La richesse fait monter les riches en C sol fa, c'est-à-dire dans le haut de la gamme. Et il continue. Un tel ne sait pas solfier, vous voyez ce mot solfier qui vient de sol et fa, il existe. Un tel ne sait même pas solfier sol et fa, que la richesse le fait monter sur dé la sol. Dé la sol. Non seulement on monte sur C sol fa, mais même on va jusqu'à dé la sol. Un tel ne connaît pas le la du sol, tes ne connaisse le fa du mi, tes ne sait pas arré bémi. Un tel ne connaît même pas arré et bémi, que l'avoir fait, que Dieu me sauve, chanter si bien, si belle, si haut, 2 fois ou 3 monte sa gamme et chante outre nominal. J'ai pas besoin de traduire, hein, la richesse, ça le fait. Il monte 2 fois ou 3 sa gamme, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, on a presque 3 octaves. La richesse le fait chanter si bien, si belle, si haut, 2 fois ou 3 monte sa gamme et chante outre nominita. Avoir c'est plus par cœur qu'en livre. Ah ben oui, la richesse, elle connaît plus par cœur qu'en livre parce qu'ils ne savent pas lire, les riches. Hein. Aujourd'hui peut-être, mais je ne sais pas. Le riche, si net pisse et si délivre, si claire voix et si très saine qu'il chante clair comme sirène. Le riche, il a pisse, c'est la poitrine. Il a une poitrine nette et si délivrée, si ouverte, comme qu'il a une voix claire et très saine, il chante clair comme une sirène. Les riches chantent richement. Et les pauvres, si pauvrement qu'on ne peut être naisse oïr sa voix. Le riche chante richement, et le pauvre tellement pauvrement qu'on ne peut jamais entendre sa voix. Pauvre fontaine à pauvre doigt, une pauvre fontaine à un pauvre débit. Lilas, qui pauvresse encore bas, de voix ressemble le corps bas. Le pauvre en qui la pauvreté est encore bas, au point de vue de la voix, il ressemble au corbeau. Ne peut chanter qu'il ne descorde, car toutes ses chants sont de discorde. Il ne peut pas chanter sans détonner, car tous ses chants sont détonnants. Clairson ne peut rendre sa corde. La corde, c'est la corde de la vielle, mais c'est aussi la voix. C'est la vielle ou la corde, c'est souvent synonyme chez Gauthier de Pointy au moins de la voix. Sa voix ne peut rendre un clairson
puisque richesse sans discorde, puisque la richesse l'a quitté. Pauvres hommes sont tous nescients, les pauvres hommes sont tous ignorants. Tout le temps leur voix vient à rien, tout le temps leur voix vient à rien. La voix aux riches tout le temps monte, si montante est qu'elle surmonte et trespasse toute musique. Hein. Je ne traduis pas, hein, c'est compréhensible. C'est la soirée Sainte Verte dans La Recherche du temps perdu. Le pianiste redoublant de vitesse, l'émotion musicale était à son comble. Hein. C'est exactement ça, c'est du Proust déjà chez Gautier et Poitiers. La voix aux riches tout le temps monte, si montante est qu'elle surmonte et trespasse toute musique. Les pauvres à le pis musique, vous voyez, encore une rime léonine plus que parfaite. Le pauvre à la poitrine muette, c'est muet, alors si bien que Véloir ne puisse en nul endroit comment il puisse chanter à droit. On ne peut jamais voir dans nul endroit comment il peut bien chanter. Le pauvre tente à la voix pesante et mâle, comme Montécuide qui l'avale. Le pauvre a la voix tellement pesante et mâle que quand il croit monter, il descend. Vous avez dit ça hein, déjà l'an passé, hein, les chevalières s'avala son front, c'est le chevalier descendit le cheval. Là, vous la passez le soir c'est bien, vous avez bien raison. Je suis perdu. Le pauvre a la voix tellement pesante et mâle que quand il croit monter, il descend. De haut monter assez se peine. Il essaye quand même de monter, le pauvre, mais il sait mettre si grand peine qu'il monte d'escancéphalus, tout le temps revient en gamaüs. Parce que le S, c'est le signe du masculin singulier. Donc, quelquefois, il monte en céphalus, il est en céphalus, donc le ut, il met un S à la place. Tout le temps revient en gamaüs, il ne peut pas monter. Il connaissait bien sa théorie des nuances. Et puis je vais arrêter bientôt cette lecture, mais je pourrais vous en lire. Tout le temps revient en gamaüs, et donc gamaüs, c'est gamaüs, voilà. Bon. Il ne peut monter, laisse en arrêt, il ne peut même pas monter en arrêt, oui, le pauvre, il est là en gamaüs, il ne peut même pas monter en arrêt, sur le la. Et s'il fait tant qu'il monte au ré, s'il monte au ré, plus de 30 ans peut être là, avant qu'il monte au sol ou au la. Les choses ont bien changé dans la société d'aujourd'hui. Il y en a qui vivaient vieux quand même. Oh, je sais pas, peut-être dans votre famille. Et etc. J'arrête là la lecture. J'espère vous avoir donné l'envie de vous intéresser à Gautier de Poissy. Ça nécessite un peu de travail, hein, la lecture de la langue du XIIIe siècle, mais ça vaut le coup. Ensuite, on dit que les riches, ils n'aiment pas les pauvres, s'ils donnent quelque chose, c'est du maigre. Les prélats sont mèches tout esburés. Ils sont tous beurrés, les prélats. Leurs dons ne sont pas gras ni pleins de beurre. Dans leurs dons, on ne trouve pas de saindoux ni de beurre. Les pauvres, les prélats n'en ont cure. Et puis à la fin, je vous lis juste la fin à partir de, voyons voir, 807, simplement pour les sonorités de Gautier de Poissy, qui est un génie. Réla voimé tous bestornés, vers la voie on les bestornés, parce le siècle tout bestorne, que vers la voie tous les bestornent. Parfois sont mais tout bestornés, puisqu'est vers eux mon bec torné, si durement les cuites béchiers qu'ils n'auront guère mon bec chier. Pour ceux qui nous vont des méchants, sidoniens en mon bec chant, ce sera certes par bédure, car vers haut regard et B dur, ne voix évêque n'a B molle, chanté dans voix par B molle, etc.
C'est un génie avec qui j'ai passé 20 ans de ma vie. Ben oui, je l'ai relié en août. Alors, en fait, quand vous allez chez... Oui, on a inventé beaucoup, nous les musiciens tout de même temps. Quand vous allez chez le marchand de voitures, j'ai horreur de ça, mais des efforts, on est obligé, il vous propose une haut de gamme ou bas de gamme. Et c'est exactement la métaphore de... C'est les musiciens qui ont inventé le haut de gamme. La richesse fait monter en C sol fa et même sur D la sol. Alors que le bas de gamme, c'est les pauvres qui chantent dans le... C'est nous les musiciens qui avons inventé les voitures de haut de gamme. D'ailleurs, si on cherche bien, on doit trouver BMW. Je ne suis pas sûr, mais je vais chercher. Alors maintenant, parce que vous avez été gentil, c'était vraiment asphyxiant depuis tout à l'heure. Mais nous allons maintenant improviser l'écriture d'un organome et le chanter. Quelques-uns savent lire la clé de sol? Oui. Et pas vous? Et pourquoi? Voilà. Machisme. Alors... Et en première année, vous nous avez dit qu'on oui, ben là il y en a 5. Et ben on va faire... voilà. Si j'écrivais en neume, vous seriez plus à l'aise. Si j'écrivais en neume, vous seriez plus à l'aise. Non, mais... Alors... Souvenez, on avait chanté oui, non, je pensais à quelqu'un qui avait fait une blague qui m'a fait rire, c'est un ami Apollinaire, Guillaume Apollinaire. Je me souviens du nom de l'ami, mais pas de la blague. Je vous la dirai là. C'est carrément amusant. Ah oui, il parlait de Wagner. Il parlait des Valkyries et les Sons. Ouais, moi, ça me fait rigoler, c'est Apollinaire. Tiens, une autre blague de Kierkegaard. Kierkegaard, le traité du désespoir, la maladie mortelle, etc. Et c'était un homme plein d'humour et j'ai lu ça hier soir. Vous connaissez Veni, Vidi, Vici de Jules César. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Et Kierkegaard, je trouve ça sublimement poétique. Il écrit en danois, je le lis en français, moi. Je suis venu, j'ai vu, elle a vécu. Elle a vaincu. C'est quand même un titre formidable, hein. Formidable. Bon, et... Alors, on va écrire, c'est ternaire, hein. Toute la musique est ternaire, ben oui, tout l'Occident est chrétien au XIIe siècle, donc la Trinité, c'est pas rien, donc la musique est ternaire. On va faire, on prenait des ré, fa, sol, la, on prenait les notes du chant grégorien, puis on les tirait, on appelait ça la teneur, qui est devenue la partie de ténor. Enfin, il y en a qui suivent, hein. Ré, fa, sol, la. Vous pourrez vous rapprocher. Alors, on sait que c'est de la composition bio. Hein. C'est que du naturel. On va
c'est les consonances qu'on aimait, les consonances parfaites, c'était les octaves et les quintes. Alors, pour trouver les quintes, pour ceux qui sont professeurs, vous dites donc Ré, la quinte, vous tournez, une fois sur le en retournant. Alors, lui, il va commencer par un Ré, il va aller par un La, lui, il va aller un La, il va aller au Ré, ça c'est que du naturel, je vous ai dit. Ré, lui, il va au La, oui. Fa, Do. Donc je peux commencer par un Fa ou un Do, ici Do, Do, Fa, et puis lui il finit par un Do, le Do il finit par un Fa, puis lui, bon, on va le faire rester ici, Sol, Ré, alors Ré, Ré, ah ben non, lui le Fa il va aller au Sol, hein. Et puis Ré, Ré, Sol, Sol, Ré, 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 La, Mi, il va aller au La, Mi, Mi, La, Mi. Et puis, on va commencer la première... Alors, je vais mettre des notes de passage. Une note de passage, c'est une note qui passe. Ré, Do, Si, La, par exemple. Ou bien des broderies. Ré, Mi, Ré, La, Si, La. Ré, j'essaye d'écrire pas trop mal parce qu'on va le chanter après. Ré, Mi, Ré, Do, Si, La. Do. Lui, il a plus d'idée. Do, Ré, Do, Si, Do. Voilà. Do, Ré, Do, Si, Do, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, La, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. Et ça se faisait en improvisant, ça. Donc, il y avait des rencontres bizarres, hein. La, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. C'est exactement qu'on faisait, exactement comme ça qu'on faisait. Mi, Ré, Do, Si, La, Mi, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Alors des fois il y a des choses bizarres, des octaves qui suivent, peu importe. Ré, Mi, Fa, Sol, La, Fa, Sol, La, Si, Do, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Do, Ré, Mi, Ré, Do, Ré. Mi, Ré, Do, Si, La, Sol, La. Très bien. Eh bien, il faut qu'il arrête l'école. Et des organes pluriels, des organes là comme ça, j'en ai écrit beaucoup, dont un. J'écris beaucoup de musique. J'ai fait hier soir mon opus 638. C'est beaucoup plus que Beethoven. Beaucoup moins bien, c'est quand même. Et j'ai parfois ma musique a eu du succès, mais j'ai connu un certain triomphe dans ma vie. C'était aux orchestrades de Brive. C'était des parents d'élèves qui organisaient ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des parents d'élèves. Ils ont l'air normal. Et alors les parents d'élèves, ils réunissaient 25 orchestres qui jouaient 25 concerts et puis on réunissait les 25 orchestres en un seul grand orchestre. C'est pour ce grand orchestre que j'avais écrit et que je dirais. Il y avait 150 premiers violons, 30 percussions, 80 flûtes,
Et au violoncelle, Julien Joubert, qui avait 12-13 ans. Et alors, ça s'appelait C'est Solfa. Bah tiens, C'est Solfa, déjà à l'époque, mais c'est vieux, ça a 30 ans. C'est Solfa, organum en rondeau, agrémenté d'une sardane et traversé par une gyrie. Une gyrie, c'est une plainte, une jérémie, vous savez, il se plaint tout. Et alors on a joué, les gamins aimaient beaucoup ça, on a joué et ça a été un succès. Je ne parle pas du triomphe. Ça a été un succès. Donc on a fait un bis. Et puis après mon œuvre, il y avait un truc, c'est célèbre, je crois, le boléro de Ravel. Qui est pas mal non plus. Et le boléro de Ravel a eu du succès, mais après le boléro de Ravel, et comme il y avait 800 gamins, il y avait 3000 personnes, le public criait « Joubert, Joubert ». Bon. Alors on a rejoué un morceau, la sardane finale de cet organum orando. Et c'est une émotion que j'ai jamais connue dans ma vie. Tout d'un coup, c'est une partie des premiers violons, ils ont cessé de jouer et ils se sont mis à chanter. Et tout d'un coup, sur les 800, il y en a les 3 quarts qui n'ont plus joué mais qui ont chanté. Mais je vous promets que c'est une émotion assez malsaine. Alors, les organas, j'en ai écrit beaucoup. On chante tous depuis le début. C'est à peu près lisible, oui. Pour ceux qui... Et... Alors on va chanter tous, il y en a qui ne sont pas brillants. Vous chantez bien, dites votre... derrière là-bas. Très bien. Alors on va chanter, chacun chante la ligne de son choix. Ne chantez pas plus Et puis, comme on va faire des reprises, quand vous avez, si vous terminez ici, ben vous pouvez reprendre la deuxième ou la troisième, on peut chanter. Peut-être que ceux qui savent lire la musique peuvent donner. Alors vous choisissez votre ligne, puis vous chantez. On fait plusieurs fois l'enregistrement. Moi je fais la basse. 2, 3, et... Ça sonne pas mal, hein. Si on avait des instruments, on pourrait les ajouter. J'ai beaucoup enseigné ça à beaucoup d'étudiants un peu partout. Voilà, je voulais parler 60 minutes, j'ai fait 61 minutes. Pardonnez-moi, c'est ça. La première partie de mon exposé aujourd'hui a ressemblé un petit peu à ce qu'on fait au canard qu'on grave. Donc, c'était un peu touffu, mais merci de votre attention. La prochaine fois, c'est Bach et après, c'est Beaux-Arts et puis la musique sociale, camarades, pour la... Merci beaucoup.